peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmo, notre émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi, c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est une légende de la boxe anglaise, c'est un Français. L'hôte du jour, c'est Yohan Duopa. Salut Yohan, comment tu vas? Salut à tous. Écoutez, ça va. Merci de nous accueillir ici. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, Yohan Duopa, 44 ans. Ancien boxeur professionnel. Je viens d'un milieu ouvrier. Jamais j'aurais souhaité ou même rêvé d'avoir la carrière que j'ai faite. Donc j'ai fait une courte carrière amateur, mais je suis rentré en équipe de France. Donc 16 combats amateurs. Je suis passé professionnel. J'ai été champion de France, double champion de l'Union européenne, champion WBC Silver, challenger mondial. Donc voilà, j'ai gagné 8 ceintures et j'ai une grosse carrière internationale. Bah déjà, bravo. Et comment la boxe, elle a commencé pour toi? Elle a commencé quand j'avais 19 ans. Très tard, pour un boxeur de haut niveau. J'étais amoureux de la boxe depuis que j'avais 5 ans, mais j'en ai jamais fait avant. Comme je vous l'ai dit avant, je suis bien un milieu ouvrier et on n'avait pas les moyens de se déplacer à l'époque pour aller s'entraîner à 50 km. Donc j'ai pu commencer la boxe à 19 ans. Donc t'as été attiré par la boxe et après t'as décidé de sauter le pas à 19 ans. J'étais toujours été attiré à partir de l'âge de 5 ans en regardant Rocky. Ça m'avait plu. À Noël, je demandais des gants de boxe, des punching balls. On avait qu'une paire de gants, donc on mettait un gant avec mes frères et puis on se mettait c'est sur la tronche, quoi. Et c'est Rocky, tu dirais, qui t'a influencé? Ouais, c'est le film Rocky, vraiment, ouais. Un en particulier ou peu? Ça devait être Rocky 1 à l'époque, quand j'étais petit, ouais. Et explique-nous un peu ta carrière. Donc, tu commences la boxe, tu prends goût et tu sais que c'est ce que tu veux faire. Quand j'ai commencé la boxe, j'étais le premier inscrit. À Abbeville, chez moi, il y a un club qui a ouvert, j'étais le premier inscrit. Donc, là, pour le coup, je pensais vraiment, mettre les gants avec des gars de ma ville et tout, et c'est tout, hein. J'aurais cru pouvoir atteindre le haut niveau, à ce point-là, quoi. Et qu'est-ce qui te motivait, en fait, dans le fait de dire je veux faire ça? Ben, c'est le côté, en fait, j'étais le dernier de quatre frères, 4 fils. Et j'étais, comme un petit dernier, j'étais un petit peu le vilain petit canard, et je passais pour un faible. Et même auprès de ma famille et tout, donc j'ai voulu prouver que j'étais capable de faire de grandes choses. C'est pour ça que je me suis inscrit à la boxe et que j'ai voulu devenir champion. Donc, ta carrière de boxe, tu la commences donc à 19 ans, comme on le disait. Comment ça se passe pour toi? Je commence à mettre un peu les gants à la salle, il n'y a pas de poids lourd, donc je dois mettre un peu les gants avec des personnes plus légères, donc je fais très attention de pas appuyer. Je commence à aller mettre les gants un peu partout, et je fais mon premier combat à l'époque, c'était il me semble à Château-Thierry, premier combat amateur, que j'ai battu mon adversaire en 22 secondes. Donc ça a été très vite. Quelle sensation t'as eu à ce moment-là? Ah, j'étais content, j'étais fier, et puis par contre, c'est une mauvaise chose parce que t'as l'impression que tu vas fracasser tout le monde. Donc le deuxième combat, il a été beaucoup plus difficile. Et après, petit à petit, on se jauge et on apprend le métier, quoi. Mais vraiment tout doucement. C'est long à apprendre le métier de boxeur. Et tout à l'heure, tu parlais de ton palmarès, t'as été champion de Picardie, si je me trompe pas. J'étais champion de Picardie amateur. Vice-champion de France amateur aussi. Et ta carrière professionnelle, tu la commences à quel âge? Ma carrière professionnelle, je la commence à 24 ans. 24 ans, ouais. J'ai pris mon premier combat professionnel à Clermont-Ferrand. Comment ça se passe, victoire? Victoire par KO contre un gars de là-bas, qui faisait son premier combat professionnel aussi, qui avait été en équipe de France. C'était un bon adversaire. Et je l'ai mis KO là-bas en 3 rounds, ouais. Et après, le déroulé de ta carrière. Donc, là, premier combat à Clermont-Ferrand. Et comment on en arrive justement à ce qu'on connaît de toi? Comment on te connaît? Les États-Unis, les gros adversaires? Alors là,
J'ai vraiment pas eu une carrière facile, simple et montée. Ça veut dire qu'il y avait aucun budget. J'ai pris chaque combat comme il venait. On s'est même dit qu'on n'arriverait pas à faire une carrière puisqu'on n'avait pas les moyens de payer pour monter une carrière. On prenait les combats comme ils venaient. Et à partir du moment où Daniel Lorcy, à l'époque, s'est mis dans l'équipe, il a vu les capacités, il a dit, faut impérativement qu'on lui apprenne la boxe et qu'on monte sa carrière. Donc là, à ce moment-là, on a commencé à prendre des adversaires un peu plus faibles et essayer de les prendre petit à petit, en évoluant. Sauf que moi, on n'avait pas les moyens vraiment de faire ça, donc il a fallu que je prenne des bons boxeurs assez tôt quand même dans ma carrière. Et est-ce que tu croyais en toi? Pas du tout. J'ai toujours eu un manque de confiance en moi depuis que j'étais petit. J'avais confiance en ce que je pouvais faire, c'est-à-dire ne pas abandonner, mais je savais pas du tout de quoi j'étais capable en fait. Et c'est-à-dire, tu dirais que la boxe t'a permis de découvrir qui tu étais réellement? La boxe m'a apporté énormément de choses. Elle m'a montré qui j'étais réellement. Elle m'a canalisé. Elle a fait d'un garçon timide, sans confiance en lui, un homme capable de rivaliser avec les meilleurs. Donc ça m'a vraiment forgé. Ouais. Mais comment quelqu'un qui n'a pas confiance en lui se retrouve face à un Deontay Wilder qui est en surconfiance entre guillemets en lui et qui arrive à lui tenir tête quasiment jusqu'à la fin du combat? Comment t'expliques? Qu'est-ce que t'es allé chercher? Quelles ont été les ressources que t'es allé chercher chez toi pour tenir? Vous voyez, ça n'a vraiment pas été facile, hein. Il y a eu des victoires, il y a eu une défaite ou deux avant mon combat contre Deontay Wilder. Je crois qu'il y a eu une défaite avant Deontay Wilder. Et là, à ce moment-là, on me dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? On va être obligé de repasser par la case championnat de France. C'est foutu. Donc voilà. Donc je perds un combat. Et on me dit, aux limites, que c'est terminé pour moi. Écoute, c'est terminé, on va refaire le championnat de France. Et là, on m'appelle 15 jours après ma première défaite, qui n'était pas vraiment une défaite, hein. Je boxe en Allemagne, on me met perdant, mais bon. C'était, et là, on me propose un combat 15 jours après, en Russie, contre Manuel Charr, un challenger mondial. Et je vais en Russie, j'accepte le combat. Alors, mon équipe ne voulait pas que je le fasse, c'est moi qui dis j'y vais. J'y vais et je le bats. Et pourquoi l'équipe ne voulait pas? Parce que c'était dangereux, parce qu'ils voulaient que, ils étaient sûrs que j'allais perdre là-bas, qu'on allait se faire avoir, qu'ils voulaient me refaire des quelques combats pour me reclasser. Ça allait prendre un temps fou. J'ai dit, vous m'avez dit que c'était limite terminé pour moi. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'y vais. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé c'était en Russie, c'était à Moscou, dans une carte de championnat du monde avec Yuri Galenga à l'époque. Et j'ai affronté Manuel Charr, qui derrière moi devait faire un championnat du monde. Et je bats, ce jour-là, Manuel Charr, là-bas, à Moscou. Paf, derrière, ça s'est déclenché. Je vais en vacances dans le sud au mois d'août, voir Jérôme Le Banner, mon ami qui boxait à l'époque là-bas. Et on me téléphone en août, on me dit, Johan, on te propose Deontay Wilder. Après cette victoire sur Manuel Charr. Comment refuser? Sur le coup, je dis, oui, tout de suite. Puis après, tu te dis, waouh, tu regardes le gars, tu commences à regarder un peu ce qu'il a fait. 35 combats, 35 victoires, 34 KO. Il met tout le monde KO avant la 5e reprise. Mais en fait, le truc, c'est que quand on n'a pas forcément confiance en soi, on se dit qu'on a rien à perdre. Donc, je pense que c'est ça ta mentalité quelque part. T'abandonnes pas, mais en même temps, t'as rien à perdre. Oui, j'ai une mentalité, mais j'ai pas confiance en moi, mais en même temps, je veux prouver. Ça veut dire que là, à ce moment-là, tout le monde dit sur les réseaux sociaux que j'ai rien à faire sur ce ring-là, je vais me faire défoncer et tout. Donc, en plus de ça, t'attends les gens pour t'aider. Non, ils te descendent. Donc, tu dis, écoutez, je vais vous montrer, je vais vous prouver le contraire. Quand tu dis les réseaux sociaux, c'est en France? C'est les gens en France? Les gens, ouais, bien sûr. Ouais, c'est les Français, ouais. Ouais. Et justement, c'est très bien qu'on en parle. La reconnaissance au niveau du public français. Tu as trouvé que tu avais de la reconnaissance ou ça arrivait tardivement? Ça arrivait tardivement. Là, aujourd'hui, j'ai de la reconnaissance. Les gens me parlent que de ce combat-là, quoi. On a un peu oublié tout ce que j'avais fait, on retenu que ce combat-là, mais c'est vrai que moi j'ai une grosse carrière, j'ai des gros combats, et c'est juste que j'ai pas été médiatisé. Mais j'ai été champion de France, double champion d'Europe, j'ai battu Elenius chez lui en Finlande, j'ai fait de gros combats. Ouais, t'as fait aussi Jarrell Miller. Jarrell Miller, il a été dopé comme à Brooklyn, à New York, chez lui là-bas,
je perds au point, et c'est pareil. Jim Miller, si c'est fait en France, je le bats. Et je rivalise, je vais au point avec Jerry Miller, hein. Et en plus, il est dopé. Et juste derrière, il affronte Joshua. C'est-à-dire que tu te dis, si c'était fait attraper, normalement, c'est toi qui affrontes Joshua. C'est moi qui aurais dû affronter. Parce que l'histoire, si tu la regardes bien, c'est Miller doit affronter Joshua, il est dopé. Bah, c'est Ruiz qui affronte Joshua, il gagne. C'est ça. Et toi, tu t'es dit, normalement, ça devait être moi. Bah voilà. C'est toutes ces opportunités-là qu'on m'a volées, ouais. Mais comment on se sent? Mais quand on dit que je suis un boxeur ouvrier, c'est vraiment du début à la fin. C'est que j'ai vraiment pas été aidé jusqu'à la fin de ma carrière. Et même là, maintenant, à l'après-carrière, je dois encore me battre pour récupérer ce qui est à moi. Donc vraiment, avec avec le peu de moyens et le peu d'aide que j'ai eu, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Mais est-ce que tu penses que le fait de te battre pour tout, c'est la bande son de ta vie? Le fait de te battre tout le temps, c'est la bande son de ta vie. Ouais, je pense que j'avais qu'une envie j'avais qu'un rêve dans ma vie, c'était qu'après 40 ans, je sois apaisé, heureux, avec ma famille, après toutes ces années de bagarre. Et à 44 ans, je me bats encore. Je pense que je vais me battre toute ma vie. Il y en a qui ont la vie rose, il y en a qui sont nés pour se battre, il y en a qui sont beaucoup plus tristes que moi, bien entendu, il y en a qui ont des malheurs horribles. Mais je veux dire, je suis un combattant, je suis un guerrier, j'ai fait ce qu'il fallait pour être bien, et je dois encore me battre aujourd'hui, hein, pour récupérer ce qui est à moi. Ah, mais psychologiquement, c'est compliqué, hein. C'est dur. C'est dur de pas vriller, surtout. Parce qu'on est des vrais, on est des hommes. Et c'est dur de pas faire de conneries. Donc tu fais confiance à la justice et t'attends, c'est long. Mais tu craques pas, c'est dur. il faut pas craquer. Ouais. Pour le moment, hein, je dis pas que je craquerai pas un jour, mais pour le moment, faut pas craquer. mais comment tu fais pour justement te préserver de tout ça? Le fait de pas craquer psychologiquement. J'ai mes enfants, j'ai ma mère, j'ai ma chérie. Là, je bosse 7 jours sur 7, donc j'ai plus vraiment d'amis. J'ai de mes amis, mais je les vois plus. Là, je bosse de la semaine ici. Je fais mes coachings entre deux. Le week-end, je bosse le vendredi la nuit, le samedi la nuit, dans une boîte, tu vois. Et tu bosses beaucoup pour ne pas penser aussi? Non, je bosse parce que ça, c'est ma boîte, parce qu'il faut bosser. Je bosse le week-end parce qu'il faut de l'oseille. Parce que la vie, voilà, c'est l'oseille, hein. C'est vrai. C'est hyper important. Exactement. Et quelle est la place de la foi pour toi? Alors, j'ai délaissé la foi était importante pour moi avant. On m'a pas englobé dedans depuis que je suis petit, c'est venu tout seul. Mes parents, bien sûr, sont chrétiens, mais ne m'ont jamais forcé à croire en quoi que ce soit. C'est venu tout seul. J'ai délaissé un peu ma foi dans mon deuxième mariage. Là, c'était plus la fête, ma carrière. Avec mon ex-femme, c'était plus ça. J'ai délaissé pendant 7 ans. Et aujourd'hui, je suis revenu dans la foi plus que jamais et plus qu'avant. Parce que j'en ai besoin. Pour ne pas, comme je dis tout à l'heure, pour ne pas vriller, quoi. J'en ai grave besoin. Et on parlait tout à l'heure d'Alavastine. Voilà, ça, pour moi, c'est des modèles. C'est des hommes, qui restent debout malgré qu'ils aient eu les plus gros malheurs de la vie. Ce qui est arrivé, c'est ce qui peut arriver de pire à quelqu'un. Et ces gens-là sont encore debout. Donc, quand tu penses à ça, tu relativises. C'est vrai. Et au niveau là, on parlait de la foi, au niveau de la santé, le fait de boxer comme ça, on laisse des plumes. Quelles ont été pour toi les séquelles de la boxe? On va dire que les séquelles, je m'exprime plutôt bien. J'ai fait des guerres, donc ça va encore. Mais ça va être plus physique. Voilà, des ligaments qui ont lâché. Là, c'est mon œil. J'ai démarré ma carrière amateur avec un petit problème à l'œil droit. J'ai fait toute ma carrière comme ça, et à la fin de ma carrière, ça a lâché, quoi. Donc là, à la fin, on m'a mis un implant. Je peux plus boxer. Hein. C'est fini, quoi. Et quand on te dit clairement c'est fini, quel est le sentiment? Même si l'âge, il est quand même avancé, quel est le sentiment que tu ressens? J'ai arrêté à 41 ans. J'aurais peut-être dû arrêter avant, mais j'ai continué parce que j'ai eu un deuxième divorce difficile et pour ne pas faire de bêtises.
Donc je me suis remis dans la boxe. Mais j'ai loupé ma fin de carrière parce que j'étais plus pour me faire du mal qu'autre chose. Je m'entraînais, mais je faisais la fête, je faisais des bêtises à côté. Donc là, j'ai loupé un peu la fin. Donc j'aurais bien voulu faire une dernière année propre, correcte, et faire mes adieux. Quand tu dis louper la fin, par exemple, si on prend un combat contre Tony Yoka, par exemple, tu penses à ça, par exemple? Ça, on va dire que c'était le début. À la fin de mon deuxième mariage, le combat de Yoka était un bon déclencheur. Tous mes problèmes partent d'un peu avant le combat de Yoka. Je monte sur le ring, je suis pas là. Alors que je suis prêt et tout, hein, j'ai pas d'excuses, mais je suis absent. Je tombe, je me relève, je retombe, je me dis qu'est-ce qui se passe? On m'arrête. On ne m'a pas laissé combattre. On ne m'a pas laissé revenir. Là, on m'a foutu 2 balles dans le pied, là. On m'a détruit ma fin de carrière. Derrière ça, mon mariage part en vrille, je divorce, je fais les bêtises que je vous ai racontées tout à l'heure, je termine ma carrière pas comme je l'ai commencé, pas comme elle aurait dû être. Ça aurait pu très mal se finir pour moi, même dans la vie. Mais est-ce que t'as toujours considéré que toi, dans la boxe française, t'étais considéré comme un sorte de vilain petit canard? Pas un vilain petit canard, mais on va dire que j'ai pas été, c'est vraiment dommage que j'étais pas à l'époque de Canal+ ou à l'époque actuelle, parce que vraiment un poids lourd de cette trempe, ils en auront pas un de sitôt, hein. Le classement que j'ai fait, ce que j'ai fait dans ma carrière, même Tony Yoka n'a pas réussi à le faire, hein. Il n'a jamais atteint le niveau que j'ai atteint. Il n'y a pas un poids lourd qui a atteint ce niveau-là. Mais toi, tu l'expliquerais comment, ça? Le fait que tu sois pas mis en avant comme ça, parce que les gens, normalement, devraient connaître à ce moment-là Yohan Djopa. Bah ouais. C'était vraiment les aficionados qui connaissaient. Ah oui, vraiment, là, même actuellement, on me reconnaît, moi, le week-end et tout, parce que c'est des connaisseurs. Mais j'ai pas été aidé. J'ai pas été sous le feu des projecteurs. J'ai été boxé dans le monde entier sans médiatisation. Donc c'est vraiment que des connaisseurs qui peuvent me connaître. Et ça, c'est pas normal. Bah c'est pas normal, mais c'est comme ça, c'est ma vie. Donc si je fais un bouquin, bientôt on racontera tous. Tu vas écrire un livre? Ouais, c'est en projet. Ouais. Ah, bah écoute, on va l'acheter et puis on lui lira avec grand plaisir. Quelles ont été pour toi les difficultés à rencontrer, si tu devais résumer au niveau de ta carrière, les plus grosses difficultés? Les plus grosses difficultés ont été que je viens pas du tout de ce milieu-là, que j'ai fait confiance, j'ai suivi des gens, parce que pour moi c'était ici qu'au-dessus, mais ils étaient plus là pour s'accaparer. Yohan Djopa. C'est-à-dire là, lui, on va le mettre, on a quelque chose, on va le mettre, on va le cacher pour toucher, pas qu'on nous pique, quoi. Si à l'époque j'avais su quel moyen j'avais, si à l'époque j'avais su les capacités que j'avais, j'aurais dit, ici, c'est plus possible, faut que je m'exporte, quoi. Si j'étais boxeur ouvrier, comme on dit tout à l'heure, je bossais à l'usine, j'avais ce niveau-là, j'avais jusque 15 combats professionnels, et je travaillais encore à l'usine, moi. Je travaillais du matin. C'était fou, hein. Sans oseille. Motivation supplémentaire. Je voulais réussir. Je voulais pas devenir une star, moi. J'avais un objectif à mes 40 ans, c'était ma maison, mes enfants, ma famille, mon étang, si possible, avec derrière ma maison, pour aller à la pêche. J'ai fait tout ça pour ça. Et là, l'objectif n'a pas été atteint encore, clairement. L'objectif a été atteint. J'ai réussi à avoir l'oseille pour ça. Mais on me l'a pas donné. On me le rend pas. Ah, effectivement, ça, c'est une autre complication. Ça, c'est un autre combat. Comme on disait tout à l'heure, hein, c'est la bande son, le combat. Encore une fois. Je le vois, hein, je l'ai vu il y a pas longtemps, celui qui a mon argent. Il m'a dit qu'il allait tout faire pour me le rendre, mais ça fait des années qu'il me dit ça, j'y crois plus, donc on va laisser faire la justice. Non, c'est vraiment, en plus, des bourses qui ont été gagnées durement, parce qu'on a vu les combats, c'était des combats durs ou mal, et là, c'est vrai que le fait de pas percevoir son argent, c'est compliqué. Je sais pas vraiment, voilà, maintenant avec la confiance a été rompue, je sais pas ce qu'il a touché réellement sur moi dans ma carrière. Je sais moi qu'il me doit 2 combats, il me doit celui de Povetkin où je suis boxé en ASICS, et il me doit, voilà, donc il me doit une bonne partie de celui-là,
et il me doit plus de la moitié de celui de Yoka. Donc 2 combats, voilà, dur pour moi, quoi. Parce que celui de Povetkin, il était, en plus, ça aurait pu être très très dangereux. Très dangereux, voilà. Et ouais, c'est vrai que ça fait encore plus mal, hein, le fait de... Bah ouais, c'est ça, c'est que t'as pas ce que, t'as pris des risques. T'as pris énormément de risques et pour avoir ça, t'as pas à me le voler, quoi. Non, non, je comprends, c'est vraiment difficile. Mais, je pense que tu peux quand même être fier de ta carrière, fier de toi, l'homme que tu es, parce qu'on sent que t'as un grand cœur. Bah oui, mais vous savez, aujourd'hui, on me dit toujours, hein, t'as un grand cœur, oui, je sais. Je suis comme ça. Ça rend pas service, des fois. Malheureusement, Ceux qui y arrivent le plus, c'est les mauvais, on va dire. bah, est-ce que t'as un regret, à part celui-là, là, au niveau de l'argent, mais t'as un autre regret? Ouais, on en a toujours. C'est parce aujourd'hui, on est des hommes. On a appris, on a un recul sur la vie. Donc, quand je parle à mes enfants, je dis surtout, écoutez-moi. Faites vos erreurs, c'est normal, mais moi, je vous dis que j'ai appris énormément sur la vie et qu'aujourd'hui, si j'arrive à récupérer mon argent, je ferai plus les conneries que j'ai fait avant, quoi. Un regret, oui, j'ai un regret, c'est d'avoir gagné pas mal d'argent dans ma carrière, d'en avoir dépensé parce que j'aimais celle à qui j'étais, parce que c'était la vie, et puis j'ai dit j'en profite, mais dans ma tête j'en avais de côté, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit on peut faire ci, parce que derrière il y a ça, puis à l'après-carrière, on construira le boulot, la maison, et puis ça roulera tout seul après, tu vois. Mais si tes enfants te disaient, papa, j'aimerais faire de la boxe, qu'est-ce que tu leur dirais? J'en ai un, mon premier, non, lui c'est bon, il a 16 ans, je sais il en fera pas. Le deuxième, il y a peut-être plus de chance. Ok. Et s'il veut, Tu sens qu'il a la... Ouais, je sens qu'il a la truc, et puis c'est toujours les deuxièmes, tu vois, c'est les tornades. Et là, il commence à dire à sa mère, je vais faire de la boxe. Mais sa mère m'a dit, je sais pas ce que t'en penses, mais pour l'instant, je veux pas que ce soit toi qui l'entraîne. J'ai dit, je suis plutôt d'accord. Pourquoi? Parce que moi, j'ai connu le haut niveau. Moi, je suis quand même exigeant. Je préfère qu'il aille dans un petit club, qu'il apprenne les bases, que je vois s'il aime ça. Et si un jour, si je vois qu'il commence à avoir des capacités, qu'il veut passer les étapes supérieures, là, je vais m'occuper de sa peau. Donc, il apprenne les bases. Mais ils ont suivi, hein, quand même, enfin, même si le plus grand a 16 ans, ils ont suivi quand même. Celui de 16 ans, ouais, celui de 16 ans, voilà, il montait quand il était petit avec une ceinture à moi sur le ring et tout. Il a quand même suivi ma carrière. Il a eu la chance. Le dernier a pas connu, quoi, en gros. Il a connu la fin, mais il s'en rappellera plus. Et des fois, vous discutez de ta carrière ensemble? Bah, écoute, pas vraiment, hein. Pour l'instant, il me pose pas vraiment de questions. Mon grand, oui, un petit peu, mais non. Puis mon petit, ouais, il m'en posera plus tard, je pense. Mais parce que quand il voit le papa prendre des coups, etc., comment ils il l'ont se pas sent... trop vu, donc ça va. Bah, ça, c'est une chance, hein, parce que c'est vrai que les combats que t'as menés, c'était des guerres, et c'est vrai qu'un enfant voir son père prendre des coups, mettre des coups, ça aurait pu être quand même très compliqué. Ouais, l'inverse, ça doit encore être pire, je pense. Ouais. Bah, vu qu'il y en a un qui veut se lancer en boxe, peut-être que je le verrai. maintenant, c'est comment tu vas pouvoir, parce que tu vas le vivre en plus, le combat. Ah ouais, je vais dire. Mais je vais vite le savoir s'il est fait pour ça. Ah bah oui, j'imagine avec l'expérience que tu as, ouais. C'est ça. Et lorsque tu vois aujourd'hui la boxe, comment elle évolue, les combats en Arabie Saoudite, etc., tu te dis que j'aimerais en être quand même. Ah, j'aurais bien voulu, là, oui, j'aurais bien voulu en être parce que j'ai fait ce même genre de combat pour beaucoup moins d'argent. J'ai boxé, moi, dans des stades avec des noms énormes, mon nom en grand, pour largement moins que ce qu'il pourrait gagner en Arabie Saoudite aujourd'hui, quoi. Donc tu dis dommage, j'ai loupé l'époque Canal+, j'ai boxé, j'arrête, il y a l'époque Arabie Saoudite. J'ai toujours eu beaucoup de chance dans la vie, moi. Je boxe entre les deux, moi. Après Canal+, c'est parce que c'est peut-être parce qu'ils voulaient pas te mettre en avant. L'Arabie Saoudite, c'est le temps, en fait. Canal+, c'était la grande époque, quand je dis la Canal+, avec Chozo, Assoun, c'était l'époque où ils diffusaient, là, il y aurait moyen de signer. Là, après, moi, j'ai boxé sans. Canal+, ils sont remis pourquoi? Parce qu'il y a eu les champions olympiques. Yoka et toute la team. Là, ils ont réinvesti dans la boxe. Ils se sont plantés. Donc là, ils vont réarrêter. Ah, c'est vrai que... Et est-ce que, par rapport à ta carrière, quand tu regardes, tu visualises, quel est l'adversaire que tu aurais voulu affronter, que t'as pas pu affronter? Que j'aurais voulu affronter en combat, à mon époque, j'ai quand même pas mal boxé.
même que ce soit en sparring ou un boxeur actuel. Actuel ou même lorsque tu boxais. Hein. À ma grande époque, j'aurais voulu affronter. J'aurais voulu affronter tous les meilleurs, moi, de toute façon. J'aurais voulu avoir le côté adrénaline de boxer ce qu'il y avait de meilleur, hein, les Tyson et compagnie. Moi, j'aurais été... En plus, tout le monde sait que j'aurais été capable de le faire, donc je boxais tout le monde. Parce qu'à un moment donné, je sais que dans la boucle, il y avait Tyson Fury aussi qui devait combattre contre toi. Je crois que ton nom était sorti. Ouais, j'avais eu aussi, ils avaient parlé de moi aussi, hein, ouais. Mais ça s'était pas fait. Ouais, je pense que... Ouais, j'aurais voulu, ouais, à une époque, oui. Ouais, en plus de ça, c'était l'époque où il montait. C'était pas le grand Tyson Fury et tout. Mais oui, j'avais eu une proposition pour l'affronter et j'avais accepté, mais ça s'était pas fait. T'as déjà mis les gants avec lui, non? Non, jamais vu. Non. T'as mis les gants avec tous les autres? Moi, j'ai mis les gants avec pas mal de monde. Ouais, Klitschko, Mike Perez, franchement, te dire les noms, là, j'en ai eu Povetkin, Boytsov, j'en ai eu beaucoup. Et qu'est-ce que tu penses de la boxe actuelle? Je suis content parce qu'on se rend compte que la boxe restera la boxe. Le MMA, ça a fait un grand boom. Mais là, je pense que c'est arrivé ça a atteint le plafond. Et on se rend compte que l'anglaise, c'est l'anglaise. Moi, je suis pas fan du MMA. D'accord, pourquoi? Parce que le côté frapper au sol, frapper limite derrière la tête et tout, j'aime pas. Moi, j'aime debout. Tu vas au sol, ton adversaire il se relève, on s'affronte. Côté frapper par derrière, limite derrière les oreilles et tout, là, j'ai du mal. Et donc toi, t'aimes la boxe, mais tout ce qui est vraiment boxing business, en fait, tu penses que c'est quelque chose qui détruit la boxe, le boxing? Ouais, mais bon, il y en a partout. Il y en a dans chaque sport, donc dès qu'il y a de l'oseille, ça gangrène tout ça. Le sport en lui-même, j'adore, mais sinon, autour, j'ai horreur de ça. D'accord. Et on va passer à un autre sujet parce qu'on a une rubrique ici lecture. Est-ce que tu pourrais recommander, 2 livres à lire, peu importe les thématiques? Ouais, alors, recommander des livres, comme je t'avais dit dans la question que tu m'as posée, ça fait un moment que j'ai arrêté. J'aime beaucoup les livres d'épouvante, comme Stephen King, les Guy de Maupassant, les vieux livres d'épouvante. Moi, j'ai toujours été, je suis un grand rêveur. Donc j'aimais bien me faire des films, tu vois. Ça veut dire que imaginer et tout. Donc j'ai toujours bien aimé, toi, des films comme des livres comme Christine de Stephen King. Ça me faisait flipper. Hein. Christine, j'adore. Ouais. Écoute, la tradition ici, c'est que l'autre il repart avec un livre. J'ai un livre pour toi. Je t'offrirai un livre. Alors, j'espère qu'on m'a pas vu. Voilà. Est-ce que tu peux l'ouvrir devant la caméra, s'il te plaît? Pas de bruit? Non. De mes malheurs a surgi un trésor. De l'errance au théâtre, un cheminement spirituel. Tu peux lire la 4e de couve si tu veux. De mes malheurs a surgi un trésor. Je m'appelle Jamel, je suis né en France, de parents algériens. En regardant mon parcours si bousculé, où j'ai couru de nombreux dangers et frôlé la mort dès mon enfance, je m'interroge, pourquoi mon chemin ne s'est-il pas arrêté alors que depuis que plusieurs de mes proches n'ont pas survécu. À défaut de pouvoir percer le mystère de mon histoire, je peux témoigner aujourd'hui qu'au milieu des tribulations, chaque jour est une promesse. C'est là probablement la raison profonde de ce récit, où se tiennent ensemble la violence et la douceur, la fange et la beauté, l'odieux et le merveilleux, jusqu'au jour où tout a pris sens à mes yeux. Alors qu'aucun mot ne pouvait franchir mes lèvres sans balbutier, j'ai frappé à la porte de Jean-Laurent Cochet. Le théâtre va me sauver de l'errance et de ma solitude. Pour un travail acharné, je vais pouvoir enfin exprimer ce qui m'habite. Un jour, une pièce de Jacques Copeau, qui met en lumière la figure de François d'Assise, tombe entre mes mains. Profondément touché par le petit pauvre, par sa joie et ses combats, je vais cheminer vers son maître, monter et jouer la pièce à travers la France, jusque devant Jean-Paul II. Mon chemin n'est pas terminé, c'est le cri silencieux de tous ceux
qui affronte la nuit trouve un écho dans mon récit. Je veux tout autant me faire l'avocat de la joie, cette joie profonde qui vient en contrepoids d'une douleur parfois extrême. Je veux dire aujourd'hui ma gratitude envers la vie, parce que la vie est à la fois fragile et remplie de sens. Être vivant est une grâce. Ben ouais, être vivant est une grâce. Mais des fois, je vous avouerai que il y a des moments difficiles quand même, où tu te dis que si vraiment là-haut c'est mieux. Des fois, tu te demandes. T'as pas pensé à ce à quoi je pense? Non, mais enfin, c'est pas dans ce sens-là. Dans le sens où tu partiras pas seul, quoi. Je veux dire, tous ceux qui t'ont fait du mal, tu vas faire une dinguerie, quoi, tu vois. Pas dans le sens où je vais me foutre en l'air, mais des fois tu te dis, vous allez payer pour tout ce que vous avez fait, quoi. Ouais. Donc Ils sont beaucoup? Non, ils ont été quelques-uns, mais ceux-là, c'est bon, le temps fait que. Là, le seul que j'ai dans ligne de mire, c'est celui qui me pourrit la vie actuellement, et quand j'aurai fini avec ça, pour moi, je pourrais peut-être dire enfin, un jour, je suis heureux. Trouver tapé. Je suis heureux, peut-être. Ouais. Ça fait des années qu'on me demande, t'es heureux? Je dis non. Pas encore. Parce que t'as pas trouvé tapé. Parce que j'ai pas atteint mon but. Ouais. J'ai réussi à atteindre mon but et on me l'a volé. Ouais. C'est ça le plus dur, en fait. C'est dur. Ouais. Je comprends, en tout cas, grand courage à toi, grande force à toi par rapport à ça. Johan, j'ai deux dernières questions. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd. Quelqu'un de drôle, de sympathique. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Qu'on se souvienne de moi en tant qu'homme de valeur, en homme de roi. Un homme qui, quand il dit quelque chose, il le fait. Un homme à qui tu pouvais demander n'importe quoi, il l'aurait fait pour toi si moi aussi j'aurais pu compter sur toi. Un homme droit et de valeur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Si je sais. Juste de récupérer mon dû et d'être heureux et apaisé avec ma famille. Ouais. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, hein, trouver ta paix, trouver ton dû. Et reste aussi tel que tu es, parce que, voilà, malgré le fait que les champs soient quand même courts, on a senti quelqu'un qui est très humain, qui a vraiment le cœur sur la main, et tu mérites de retrouver ton dû et d'être heureux. Merci, les gars. Bah, en tout cas, merci à toi de nous avoir reçus ici, et merci pour tes mots, et je te souhaite une bonne lecture, en tout cas, quand tu auras le temps de... Pas de problème, en plus, je relis en ce moment, je me suis mis dans la Bible et tout, donc... Merci, en tout cas. Merci les gars. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation, la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et de vôtres. À très bientôt.